On est dans une soufflerie à Genève pour tester l'aérodynamisme des vélos Lapierre pour le Tour de France. Ça se joue vraiment au millimètre entre les deux hommes. À ce niveau-là, chaque détail compte. Pas seulement pour les cyclistes, mais aussi pour leur vélo. Aérodynamisme, légèreté, tenue de route. Tout est optimisé par la crème de la crème des ingénieurs, des mécanos et même des coureurs dans un unique but, créer le vélo ultime. C'est un vélo hyper polyvalent, on a fait un vrai travail dessus. Dans cette vidéo, on va voir comment on conçoit ces machines taillées pour emmener les plus grands champions vers la victoire sur la plus grande course du monde. De la soufflerie jusqu'à leur utilisation sur une étape de course. Et ça, c'est technique. Attention la tête. Ce vélo, c'est le Xelius DRS 10.0 de chez Lapierre, fabricant de vélos français. Un petit bijou utilisé cette année par l'équipe néerlandaise Picnic PostNL sur le Tour de France. Il est notamment chevauché par le coureur français Warren Barguil et il a été la dernière monture du néo-retraité Romain Bardet. Il a porté le maillot jaune, l'ancien vice-champion du monde, c'est Romain Bardet. C'est un mix entre un vélo aéro et un vélo de montagne. Donc c'est notre vélo de route haut de gamme, orienté performance. Il doit encaisser des cols, fendre le vent dans les sprints et être manœuvrable en descente. Tout ça pour la modique somme de 11 000 €. Pour arriver à cette machine de guerre, il est soumis pendant plusieurs jours à la force du vent au cœur d'un laboratoire qui ressemble à s'y méprendre à un vaisseau spatial. Car l'aérodynamisme est une des clés de la performance cycliste. Je vous explique ça en 20 secondes chrono. Lorsqu'on avance, l'air nous ralentit, car il crée une force opposée proportionnelle à notre vitesse. Plus on est aérodynamique, plus on fend facilement l'air devant nous. Et donc, moins on a d'efforts à fournir pour aller vite. Pour fendre l'air au mieux, il faut en général une forme fine et élancée. Ce qui donne lieu à une quête de la forme parfaite, optimale. Et en cyclisme, elle est recherchée pour chaque pièce. Comme la fourche qui relie la roue avant au reste du vélo. Donc on a fait une simulation numérique pour déjà essayer de savoir comment changer la forme du profil pour qu'il soit plus aérodynamique. Et en vrai, cette fourche, elle ressemble à ça. On peut voir qu'elle est un peu plus longue, le profil est un petit peu plus long. Ça devrait aider le coureur à réduire la puissance à fournir et donc économiser quelques watts pour gratter des secondes. Pour avoir un ordre d'idée, un cycliste amateur de 70 kg maintiendra une puissance de 200 watts en moyenne pendant 1 heure. Alors que Tadej Pogačar, gagnant du Tour de France 2024, y a produit une moyenne de plus de 450 watts en montée. Et là où les pros sont encore plus impressionnants, c'est sur le pic de l'effort, où ils sont capables de brièvement dépasser les 1000 watts, soit la puissance de fonctionnement d'un micro-ondes. Bon, pour revenir à la fourche, c'est l'heure de vérité. Derrière la fenêtre, il y a 50 km/h de vent, ce qui est notre vitesse de référence pour tester. 50 km/h, c'est un peu plus rapide que la vitesse moyenne des pros pendant les courses. Parfait pour comprendre comment le vélo et sa nouvelle fourche réagiront face à l'air. Et vu qu'ils sont immobiles, une plaque au sol les fait pivoter. Elle permet de reproduire les conditions de course et de tester le vélo quel que soit l'angle d'incidence du vent. Bon alors, qu'est-ce que ça a donné? Donc là, l'écart entre les deux fourches, ça représente 5 watts à 50 km/h. Et si on veut être encore plus parlant, 5 watts à 50 km/h, c'est à peu près 3 secondes gagnées sur 10 km. 3 secondes grattées sur 10 bornes, ça peut paraître ridicule comme ça. Mais à l'échelle d'un sprint ou d'un général, c'est pas rien. Place donc au dernier sprint massif de ce Tour 89. En 1989, 8 petites secondes ont séparé le Français Laurent Fignon de l'Américain Greg LeMond au classement final. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Alors peut-être qu'avec cette fourche, Fignon aurait gardé son maillot jaune sur la ligne d'arrivée. Mais l'aérodynamisme ne suffit pas pour faire du Xelius dernière génération un vélo de champion. Il manque 2 ingrédients essentiels. Être léger et réactif en ascension. Léger et réactif en ascension. Et oui, quand on se mange des étapes de 200 km avec plusieurs cols hors catégorie, chaque gramme compte.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas rare de voir les coureurs jeter leur bidon en bas des grosses montées. Sauf qu'un vélo ne doit pas faire moins de 6,8 kg. C'est la norme imposée par l'Union cycliste internationale pour des raisons de sécurité. L'objectif des équipes Lapierre, se rapprocher le plus possible de ce poids, qui est déjà difficile à atteindre vu tout ce qu'il y a dans un vélo. Les roues, la transmission, le levier, le pédalier, la selle et tout ce que Lapierre fabrique, à savoir le châssis qui se compose de la fourche, du cockpit, de la tige de selle et enfin de la plus grande pièce, le cadre. Et c'est sur ce dernier que le constructeur a capitalisé pour réduire au minimum le poids total du vélo. Donc pour préparer un cadre pour des courses comme le Tour de France, on cherche la performance absolue. C'est ce que tous les coureurs et les directeurs d'équipe vont nous demander. Ça, c'est le cadre du vélo qui va être utilisé pour le Tour de France. Il est tellement léger, il fait 800 grammes. Autant vous dire, c'est pas avec ça que je vais devenir Rocky. 800 grammes, c'est même pas le poids d'un gros paquet de pâtes. Sauf que c'est une pièce de plus d'1 mètre de long qui doit être assez résistante pour lier tout le vélo et supporter le poids d'un cycliste. Sur le Tour de France masculin, en moyenne 70 kg. Un exploit permis par un matériau miracle, la fibre de carbone. C'est un assemblage de filaments très fins composé presque uniquement de carbone pur qu'on vient lier avec une résine. C'est incroyablement rigide, résistant à la traction et surtout ultra léger. À titre de comparaison, un cube d'un centimètre de fibre de carbone pure pèse à peu près 1,7 g. C'est presque 2 fois plus léger que l'aluminium et 4 fois plus que l'acier, matériaux utilisés historiquement pour faire des vélos. Mais toutes les fibres de carbone ne se valent pas. Plus elles sont haut de gamme, plus elles sont raides, légères et chères. On parle alors de grade de fibre de carbone, et c'est souvent ça qui justifie la différence de prix des vélos. Jusqu'à présent, on avait 2 niveaux de fibre de carbone sur le modèle commercial. Donc en fait, on a travaillé sur un 3e niveau, le niveau ultime. Résultat, 100 grammes de moins, une différence énorme au niveau professionnel. Et vous voyez cette peinture voulue par les sponsors du Tour de France? Eh ben, mauvaise idée. Une peinture très complexe avec beaucoup de couches, ça peut rajouter une centaine de grammes. Ce qui est frappant, c'est de voir que chaque petite modification est optimisée pour perdre quelques grammes. Une fois le prototype validé, il est moulé pour être fabriqué en usine. C'est comme un moule à gaufres en acier, donc qui va avoir en négatif cette pièce-là. Concrètement, le moule va prendre la forme millimétrée de la pièce. Par exemple, celui du cadre est rempli avec de la fibre de carbone, qui sera compressée contre les parois par une vessie. C'est comme un espèce de ballon de baudruche qui va être gonflé avec de l'air. Avec la pression exercée et la chaleur, la fibre de carbone se rigidifie autour de la vessie avec la forme exacte du moule. Cette technique de fabrication permet de produire à la chaîne des vélos dans des usines situées en Asie, dans lesquelles nous n'avons pas eu le droit de filmer. Et oui, ces usines bossent pour plusieurs marques rivales. Alors, niveau confidentialité, rideau total. On a juste réussi à gratter cette photo. Et merci à la team Motion de m'avoir permis de meubler. Ok, tout ça reste théorique. Pour voir ce que le vélo a vraiment dans le ventre, direction la répétition générale du Tour de France, le Critérium du Dauphiné. Mais avant de vous montrer ce que ça donne pendant les courses, on voudrait remercier notre sponsor Leclerc. Car le Tour de France, c'est aussi ça, ça et encore ça. La caravane. Créée dans les années 30, la caravane est devenue une véritable institution. Des milliers de spectateurs s'installent au bord des routes pour voir passer les coureurs, mais aussi admirer le passage de la caravane qui redouble chaque année d'ingéniosité. Et cette année, les stars de la caravane, ce sont eux, le melon et le poireau Leclerc. En tout, 11 véhicules pour la plupart électriques distribuent aux fervents supporters des produits fabriqués en France avec des emballages majoritairement en papier et facilement recyclables. Voilà, merci le poireau. Maintenant, on peut revenir à nos vélos. Ce matin, on a gonflé tous les roues et juste avant le départ, en fait, on remet la pression spéciale pour le coureur. Parce que la pression est définie par rapport au poids et au circuit aussi. Nettoyage, réglage, changement de pièces, tous les soirs ça s'active dans le paddock. Parce qu'en course, le moindre défaut de la machine peut être synonyme de secondes, voire de minutes perdues. Before a race, we start already, then we get input from our expert, what kind of wheels we have to ride, what kinds of gears, and we set it up. Pour que le vélo reste au top, il faut l'ajuster à l'étape du lendemain, et au coureur qui va l'enfourcher. Parce qu'à ce niveau, rien n'est standard. Le vélo pro, c'est du sur-mesure intégral. On essaie de prendre la taille de cadre la plus petite possible. Nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir une douille de direction assez basse. Une douille de direction, c'est ça. Bref,
Pour satisfaire tous les coureurs, l'équipementier bosse main dans la main avec l'équipe, car ce sont les seuls à pouvoir faire des retours en course officielle. On joue surtout sur la position, la selle, les poignées de frein sur le cintre, le cadre. Après, on peut changer justement la taille du cadre pour optimiser ou non. Ces retours sont précieux pour le constructeur qui doit réagir vite. Parce que là, on ne parle pas de petits réglages, mais de la structure du vélo. Et à quelques mois du Tour, c'est une course contre la montre. Surtout quand on sait qu'un vélo met en moyenne 3 ans à voir le jour. Je pense que c'est vraiment la relation entre l'équipe et le constructeur SICK qui est le plus important. C'est la clé pour rester à la pointe dans un sport où les évolutions s'enchaînent ces dernières années. Intégration complète des câbles, généralisation des freins à disque et désormais des cadres ultra légers et aérodynamiques comme celui du Xelius DRS. On est vraiment comme au niveau de la Formule 1 à évoluer perpétuellement. Il y a toujours des idées qui arrivent. Moi, ça me surprend toujours comment l'évolution technique du vélo arrive maintenant à des choses incroyables. Les vélos sont devenus des objets de luxe qui attirent toutes les convoitises. Le camion de l'équipe Cofidis a été cambriolé au début du Tour de France 2025. Butin total, 11 vélos pour un préjudice de 143 000 €. La preuve que ces vélos sont devenus bien plus que de simples deux roues, et qui sait à quoi le vélo du futur ressemblera. On se dit toujours, bon bah là on est à la limite, on pourra pas faire mieux. Et puis des fois il y a des petites révolutions sur la manière dont on construit nos cadres, il y a encore des choses à faire. Toujours à voir, pourquoi pas trouver un autre matériau que le carbone encore plus performant. Un jour ça pourra peut-être arriver, on ne sait jamais.